Bon, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Bagarre. Aujourd'hui, on accueille Davy Galion. Euh, et donc, bonjour Davy, comment tu vas? Salut les gars, bah écoute, ça va moi impeccable. Tu vois, comme je disais, je ressors de l'entraînement là, grosse préparation pour l'événement du 20 décembre au KSW à la Défense Arena. Donc je me prépare comme il se doit pour un adversaire de renom et puis pour faire la fête quoi. Ok. Alors, avant qu'on parle de cet événement, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui te découvriraient ici, quoi? Donc, d'où tu viens, comment tu as commencé et où t'en es de ta carrière, en gros? Ok, ok. Bon, en plus, ça va, je vais avoir pas mal de choses à dire, vu que j'ai 35 ans. Apparemment, je suis un vétéran. Donc, je vais avoir des choses à dire. Alors, moi, à la base, je viens du judo. J'étais un gamin hyperactif. Donc, du coup, ma mère, elle m'a mis au judo pour un peu canaliser toute mon énergie. Ensuite, à partir de là, je suis monté dans les classes au niveau du judo. J'ai été en pôle espoir, pôle France et j'ai été en équipe de France jeune. Après une grosse blessure, j'ai toujours été en fait intéressé en parallèle par le MMA. Je testais mes techniques de jiu-jitsu et de MMA sur mes potes du judo, tu vois. Donc j'ai toujours été un peu un mordu là-dedans. Et après ma blessure, j'ai rencontré mon coach Robin Daeder, avec qui j'ai ouvert l'Adrenaline Fight Team, le club, un club où j'évolue à Caen aussi, qui me permet de m'entraîner. Et à partir de là, j'ai commencé par le pancras avec Stéphane Hatch-Chauffourier au 100% Fight que tout le monde connaît. J'ai fait mes armes justement sur le territoire français. Et après, comme c'était pas légalisé, eh ben j'ai dû aller combattre en Finlande, en Pologne et faire mes armes avec des mecs assez solides quand même. Pas forcément les plus techniques, mais vachement rugueux. À la suite de ça, j'ai eu l'honneur d'affronter Ross Pearson, une des légendes de l'UFC que j'ai mis KO juste avant ma signature au Bellator. Et après au Bellator, donc c'est la deuxième plus grosse organisation mondiale de MMA après le l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC. Et donc là, j'ai eu trois victoires pour deux défaites. Une petite, une fin de contrat au Bellator assez dure parce que j'ai eu un changement de coach sur mon dernier combat. Pas forcément la guéguerre, comme on l'a pu voir avec certains coachs et certains combattants, mais assez pour me miner moralement. Après, à côté de ça, mon coach, c'est resté un très bon ami à moi. Et actuellement, donc j'évolue à la Hatch Academy et je m'entraîne avec Saladin Parnasse, Stéphane Hatch-Fourier, Fabakary Diatta, vraiment des jeunes combattants de talent et aussi des anciens dont on ne parle pas, tels Joël Kwadja, Yann Kwadja, des mecs qui sont là depuis des années et qui sont encore solides, quoi. Voilà pour la présentation. Bah, franchement, c'était la présentation la plus complète qu'on ait eue sur la chaîne. Donc, déjà, merci pour ça. Avec plaisir. Ensuite, tu as dit au début que du coup, tu avais 35 ans, donc ça te considérait comme un vétéran, on va dire. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que là, tu vas attaquer du coup ton 32e combat professionnel, est-ce que Mhm. tu comptes continuer encore longtemps ta carrière ou tu vois à peu près quand est-ce que tu vas l'arrêter? Eh ben, la dernière option, c'est la bonne, c'est-à-dire je ne sais pas. Je vais arrêter parce que j'ai encore envie de me faire mal, tu vois. Je vais à l'entraînement, je sais qu'il y a des gros fractionnés, il y a comment dire, vraiment des entraînements que la plupart des personnes n'ont pas envie de faire. Et moi, j'y vais avec le sourire, j'adore ça. C'est pas une punition pour moi en fait. Et vraiment, je ressens encore, tu sais, l'excitation du combat. C'est-à-dire, je vois mon adversaire, je me dis pas, oh, vas-y, c'est pas grave si je perds, il est fort. J'ai envie vraiment de lui dévisser la tête. Et même si je sais que la défaite, elle fait partie du chemin, j'ai pas du tout envie de la rencontrer. Je l'ai déjà rencontrée, je sais qu'elle est moche. Donc, à partir du moment où j'ai encore ce frisson, cette envie de me faire mal, pour moi, c'est ok, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, tu parles de vétéran, et en fait, moi, j'avais jamais dans ma tête me considéré que j'étais vétéran. C'est le KSW qui a mis sur une publi vétéran. Et là, j'ai dit, ouais, bah attends, je suis pas vétéran, moi. Et à partir de là, les gens m'ont dit, bah David, t'as 35 ans quand même. J'ai dit, ah ouais. Mais bon, je pense que c'est dans la tête. Ouais, toi, tu voyais pas ça du tout comme ça, quoi. Ok, ok. Pour moi, pour moi, c'est plus alors vétéran au niveau des années de compétition et de combat. Ouais, en effet, c'est vrai que j'ai pas mal de combats et ça fait des années que je suis sur le circuit. Ça, c'est vrai.
Mais après, au niveau physique et au niveau performance, pour moi, je me sens encore vraiment en top forme, quoi. Et j'ai même l'impression que je peux encore chercher des degrés d'évolution qui vont me permettre d'intégrer le top au KSW, quoi. Ok. J'allais te demander justement, du coup, le KSW là, c'est un one shot ou c'est que tu comptes continuer là-bas et monter les grades comme tu as dit quoi. Bah, comme tu as dit, ouais, c'est ça. Moi, je veux continuer là-bas. Je sais que j'ai combattu pas mal de fois en Pologne et je sais que les Polonais respectent beaucoup les combattants. Les shows sont vraiment super et les combattants sont solides. Donc pour moi, faire mon trou là-bas au KSW, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est bien respecté. Et puis on va voir. Mais déjà, le show qu'ils ont fait à l'Adidas Arena, c'était énorme. Il y en a même qui ont plus apprécié que certains gros shows qui sont venus en France. Là, à la Défense Arena, avec 40 000 personnes, ça va être immense. Et je suis sûr qu'ils vont être au rendez-vous. Donc pour moi, ouais, monter les échelons, faire le show au KSW et y mettre le feu, quoi. Justement, ouais, ça va être le feu, je pense. Il y aura beaucoup de personnes. Je pense que ça va être un de tes combats les plus médiatisés en tout cas, où Ouais. il y aura Ça va être le plus de public quoi. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu appréhendes? Et d'un autre côté aussi, comme tu l'as dit, le KSW c'est une organisation qui aime beaucoup faire le show et tout. Est-ce que toi tu as prévu un petit truc spécial pour le KSW Paris du coup? Eh ben écoute, le petit truc spécial que j'ai prévu, c'est que je sois prêt dans tous les domaines et que quoi qu'il arrive, bah je sorte pas des techniques magiques, mais un niveau de folie. Donc ça va être la surprise. Toujours avec un gros cardio, un gros physique, mais surtout de la technique dans tous les levels bien peaufiné. Et ça c'est important pour vraiment comment dire, pour vraiment montrer que bah déjà que je suis un des tops de ma caté, donc c'est important. Et en plus là, je prends Martin L, donc un top 5 de comment dire du KSW. Donc ouais, on va pas dire que j'appréhende, mais je suis plutôt excité par la nouvelle quoi. Ok, ok. Euh, comme tu as dit précédemment, toi ça fait du coup longtemps que tu combats, on va dire, tu as une grosse expérience. Et est-ce que tu pourrais nous dire, parce que quand tu as commencé, du coup, le MMA, c'était pas légalisé en France, Non, pas tu encore. pourrais nous dire ce que tu en penses du niveau actuel français et des différences que tu constates avec quand tu as commencé, quoi. Eh ben, comme tu l'as dit, hein, il y a pas mal de différences et il y a cette officialisation, comment dire, du MMA en France qui a permis bah, un nombre d'athlètes qui étaient un peu dans l'ombre et qui n'avaient pas considération de trouver cette lumière et ils ont pu l'utiliser pour évoluer. Tout bêtement, beaucoup plus facile de chercher des sponsors. On n'est plus considéré comme des voyous ou des sauvages, entre guillemets, tu vois, comme on était un peu considéré à nos débuts. D'ailleurs, à nos débuts, on disait qu'on était considérés comme des sauvages. Moi, j'ai l'impression qu'au début, on n'était même pas considérés. On était dans un autre univers. Toi, c'était le métaverse pour les gens. Tu leur parlais de ça, ils captaient pas du tout. Et bah là maintenant, je suis comment dire, je suis vraiment agréablement pas surpris, mais je profite de voir nos jeunes combattants français évoluer et pouvoir vraiment avoir une perspective de carrière. Parce que aussi l'officialisation de ce MMA, ça a permis à des jeunes combattants de pouvoir toucher des primes entre guillemets pour leur permettre de pouvoir se concentrer uniquement sur le combat. Et là, on le voit. Je regardais les résultats des championnats du monde IMAF. Je crois que sur tous les Français qui ont combattu aujourd'hui, il y a une seule défaite. Les autres, Ouais. ils ont tous gagné. Et tu vois, enfin, moi, mon pays, ma patrie, je suis trop content. C'est impressionnant. Donc, l'officialisation du MMA, 2 points, grosse considération pour nos combattants. Et ça, c'est très important et perspective de carrière pour vraiment bah, pouvoir vivre comme un athlète, quoi. Est-ce que ça a changé pour toi? Genre, aujourd'hui, tu arrives à en vivre du MMA, du coup? Eh ben écoute, oui, quand j'étais au Bellator, il n'y avait pas de souci. Les primes étaient assez conséquentes et me permettaient de vivre. Le problème, c'est que c'était tout jeune, donc ça venait d'être légalisé. Donc en fait, si tu préfères, on n'avait pas vraiment de statut juridique. Hmm. Ce statut juridique pour un combattant, c'est important. Et les jeunes combattants, s'ils écoutent, faut qu'ils pensent à ça. Rappelez-vous que les primes que vous touchez, c'est pas juste de l'argent de poche qu'on vous donne. C'est comme un salaire. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à placer cet argent, il va falloir apprendre dessus, vous avez payé des taxes au niveau de l'État français et donc vos impôts, tout ça. Pensez à ça, parce que l'officialisation c'est très bien,
Mais faut penser justement aussi que c'est une carrière et une carrière, c'est comme si on avait une entreprise. Hein. Faut penser aux charges, faut penser à se payer et tout ça. Moi, ce qui m'a permis, comment dire, l'officialisation, ça m'a permis de vivre de ça. Ça m'a permis, comment dire, de me concentrer vraiment sur ma carrière. Parce qu'avant, j'avais toujours un boulot à côté. En fait, je bossais l'après-midi, ou je bossais le matin ou les soirs. Et le reste du temps, j'essayais de caler avec ma vie de famille et puis mes entraînements, tu vois. Donc le fait d'avoir l'officialisation, de combattre au Bellator, ça m'a permis vraiment de me concentrer que sur ça, d'avoir une bonne récup et d'avoir un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ok. Euh, Bah, du coup, c'est carré, c'est toi, on est content pour toi. Et Merci. ensuite, question suivante. Toi, tu as été champion du FEN et du GFA. Tu as gagné contre des gros noms quand même. Tu as une longue carrière, comme on l'a dit précédemment. Est-ce que tu considères comme un pionnier, voire une légende du MMA français? Légende, alors là, ce sera pas à moi de le dire. Et puis, honnêtement, j'arrive pas à me placer au statut de légende. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui est, comment dire, une légende, tu vois, des mecs comme Cyril Diabaté. Pour moi, une légende française. Après, t'as un mec comme Daniel Warin aussi. Daniel Warin, même s'il a pas énormément de combattants, c'est un coach de légende, tu vois, comme on peut avoir aux États-Unis avec Greg Jackson. Un pionnier, oui, par contre, ouais. Moi, j'ai toujours été fan de cette première génération, ceux qui m'ont vraiment donné le goût du combat, le goût de l'effort. Je vais citer des vieux noms, je sais pas si vous allez connaître les gars, mais David Baron, Johnny Frachessi, parce que il a ouvert une grosse team quand même, en France avec l'US Metro Bizo. Euh, Vous avez Cyril Diabaté, vous avez Xavier Foupapokam, Greg Baben qui est encore en. Pour moi, lui, c'est pionnier légende, tu vois. Greg Baben, lui, il est vraiment pas loin de. Bah, pour moi, c'est une légende, mais voilà. Euh, tous ces combats-là, tous ces combattants-là, c'est vraiment les pionniers. Et puis moi, je suis content d'arriver à me placer dans les pionniers. Et pourquoi pas après ce run au KSW et voir ce qui arrive par la suite. Si j'arrive à atteindre les sommets et puis vraiment enflammer la KT des 70 là-bas, pourquoi pas à la fin de ma carrière, ouais, m'appeler une légende, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ce serait cool, mais c'est pas moi qui me donnerais ce titre-là. Et ensuite, du coup, toi, tu es normand. Tu Oui, es très fier de ça. On a pu te voir avec le drapeau normand lors de certaines de tes entrées, par exemple. yes. Et est-ce que tu pourrais nous dire si le MMA en Normandie est en train de bien se développer, s'il y a des bonnes salles qui sont là-bas et s'il y a des bons combattants qui arrivent, quoi? Eh ben écoute, ouais, comme tu l'as dit, la Normandie, c'est quelque chose que je porte dans le cœur. La France, la Normandie, je les représente depuis, ça doit faire 12 ans que je représente mon pays et ma région, à l'international, quoi. Donc c'est quelque chose dont je suis très fier et c'est cool que tu aies fait une aparté là-dessus, ça me fait vraiment plaisir. Et par rapport aux salles, ouais, par exemple, on a ouvert une salle avec mon coach, donc Robin Daeder, qui s'appelle l'Adrenaline Fight Team. Et là-bas, il y a plein de jeunes combattants. Donc, c'est en devenir, tu vois. Là, pour l'instant, ils vont faire la MMA League. Donc, pareil, Ouais. avec Hatch et tout sur Paris. Et même si le niveau est pas encore au niveau parisien, parce que bon, il y a quand même les grosses salles sur Paris, il y a quand même un vivier de combattants qui commence à vraiment... il commence à faire parler de lui, tu vois. Donc c'est hyper intéressant, je suis pressé de voir l'évolution. Et d'ailleurs, quand j'aurai terminé ma carrière, je me concentrerai sur le coaching pour les jeunes combattants et essayer de leur éviter de faire les erreurs que moi j'ai faites en fait, pour vraiment qu'ils arrivent. Je leur donnerai pas des hacks, mais peut-être attention, là par là, tu vois, Des petits ça pue tips un et peu. tout. Essaye de prendre plutôt ce chemin-là, tu vois. Après, au niveau des combattants prometteurs, alors il y a Axel Sohaï. Axel Sohaï, c'est un gars de ma salle. Comment dire, il a un gros talent. Il manque encore un tout petit peu de discipline, mais c'est le temps qui se cale. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et dès qu'il va gagner cette confiance en lui, je pense qu'il va commencer à cahoter et à faire des gros fights. On avait Michael Pinto Lutumba qui, lui, a eu un problème au niveau du cerveau et du coup qui a pas pu combattre en professionnel, mais qui en grappling est très très bon. Et à l'avenir, je vais le commencer à le pousser pour qu'il attaque des championnats, non seulement grappling et jiu-jitsu brésilien. Après, j'ai un petit jeune que je coach, enfin un petit jeune. Il va kiffer que je l'appelle le petit jeune parce que bon, il est pas loin de moi quand même. Et, euh, et lui, ça fait 3 ans qu'il a attaqué. Il s'appelle Théo Lager, il est sur Caen.
Je pense qu'il est prometteur. Il a un esprit. C'est un mec qui vient du rugby. Donc forcément, les mecs du rugby, bah, ça fonce, même si ça prend des patates. Donc il a un gros mental. Il n'y a plus qu'à lui mettre tu sais, deux, trois petits artifices techniques et puis il va commencer à faire un peu de bruit. Donc voilà pourquoi c'est en plein développement. Il y a pas mal de salles qui commencent à se développer. Ça va être sympa de créer une bonne rivalité, comment dire entre guillemets, une rivalité positive et pousser ce niveau normand au plus haut quoi. Ok. Donc ça sent bon pour l'avenir, en gros, on peut dire. Franchement, ouais. Ouais, ça sent carrément bon. Et bah, je vais pas dire que je suis pressé d'être en retraite parce que c'est pas vrai, mais je suis quand même, tu sais, j'aimerais bien être voyager un peu dans l'avenir et dire tiens, putain, ah ouais, lui, je t'avais dit, il était bon et tout. Donc non, je pense que ça va se développer pas mal. T'as hâte de les voir grandir, en gros. Exactement. Je comprends. Ensuite, pour revenir du coup à ton combat du 20 décembre, est-ce que tu pourrais tout simplement nous donner ton prono pour ce combat? Bien sûr. Bah de toute façon, moi, je vais donner mon prono, c'est victoire pour moi. Comme ça va être rapide. Non bah blague à part. J'affronte Marcin Held. Marcin Held, c'est un Polonais. Il a une mâchoire, il a une bonne mâchoire, il encaisse bien. C'est un mec qui a un gros niveau de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Bon, un grappleur, quoi, hein, clairement. Il a écumé toutes les grosses organisations. Pour te faire un petit topo, il a été au Bellator, il a tapé des noms. C'est un gars quand même qui a tapé bah, il a perdu contre Chandler, mais il l'a tapé quand même. C'était chaud. Il a affronté vraiment les champions de l'époque du Bellator dans sa KT Hmm. et il a eu plutôt un très très gros succès. Ensuite, il a été à l'UFC. À l'UFC, ça a été c'était un peu négatif pour lui, même si c'est l'UFC, on sait que le niveau il est vraiment ouf. Donc du coup, pour moi, c'est pas des défaites qu'il a eues, c'est juste, ça fait partie du chemin, quoi. Il a affronté des mecs comme Diego Sanchez, tu vois, quand ils étaient au top. Donc vraiment, vraiment, vraiment lourd. Ensuite, il a été au PFL où il a eu des victoires, des défaites, mais pareil, il a affronté des solides. Il a affronté Aubin Mercier. Il a perdu juste à la décision. Donc Aubin Mercier, c'est double ou triple champion du PFL, tu vois. Donc une bonne tête. C'est fort, ouais. Et là, au KS, actuellement, il est un peu, comment dire, en demi-teinte. Il y a une victoire, une défaite. Donc du coup, je suis trop content, hein. J'affronte un mec qui a un nom qui est solide. Ça veut dire que c'est vraiment une bataille de samouraïs. On va être au milieu de la cage. Lui, il va essayer de sortir son karaté avec son sol. Moi, je vais sortir mon karaté à moi. Je vais essayer de le KO'ter. Et comme je suis un peu plus complet que lui, essayer justement de jouer avec le fait que je sois complet pour l'annihiler sur tous les domaines, l'ouvrir, le KO'ter ou même le soumettre. Pourquoi pas. Franchement, je suis preneur. Je suis opportuniste. Je prends ce qu'il me donne. Donc, Ok, mon pronostic, ça va être un combat complet, ça va être un combat engagé, mais à la fin, je pense que je vais en sortir victorieux. Que peu importe, j'espère pas la décision, j'aime pas les décisions. J'aime bien soit il me finit, soit je le finis, mais qu'on en ait le cœur net, quoi. ok, donc on va dire on part sur victoire par finish, que ce soit soumission ou KO. Oui, vas-y, pars là-dessus. Et au pire, si je gagne qu'à la décision, bah, je te paierai un resto. Non, de toute façon, on fait pas de pari d'argent, en vrai. Non, t'as vu, c'est pas de l'argent, c'est de la bouffe. Ça me va. Bon, bah, nickel. Ensuite, est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur souvenir que tu as de ta carrière, quoi? Mais alors bah, je vais t'en donner un quand même, c'est ma victoire au FEN. Quand je gagne le titre, bon c'est un titre européen pour moi parce que le FEN c'était une belle organisation européenne. Hmm. Il y en a ils vont dire titre mondial, mais faut arrêter les gars, titre mondial, Bellator, UFC, les autres faut arrêter, c'est pas des titres mondiaux. Et donc du coup mon titre européen là-bas parce que j'affronte un peu la star locale, Michal Michalski qui est au KSW d'ailleurs en 77, qui a un bon combattant. Et j'arrive à le KOT sur la quatrième reprise après qu'il m'ait ouvert sur la troisième. Et là, c'était le kiff quand je l'ai vu descendre. Dans ma tête, je crois que les filles, ils sont tous touchés en même temps. Et il y a un cri de sauvage qui est sorti. J'étais trop content. Et après, quand on m'a remis la ceinture, ouah, c'était complètement fou. Ça, c'était vraiment le top du top. Et si quand même, je suis obligé de le citer, le coup de pied que j'arrive à mettre à Ross Pearson. Moi, pour la petite anecdote, Ross Pearson, c'est un mec avec qui je jouais, tu sais, sur les premiers jeux UFC. Ah, ok. Ah, j'étais à fond, j'étais avec Ross Pearson, je KO'tais les mecs. Et là, on me dit, Davy, tu vas affronter ce mec-là. Je dis, oh, j'y attendais, les gars. Et je dis, bon, combat engagé et tout, super. Et là, j'arrive à le KO'ter. Et je te jure, j'avais l'impression d'être dans le métaverse aussi. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et après, j'ai réalisé, et là, c'était un gros, gros souvenir aussi.
un mec que tu jouais sur un jeu vidéo en plus avant, ça doit être trop bizarre en vrai de vrai. Ben, c'est ça. Tu vois le gars, d'ailleurs, je le voyais la peser. Tu sais, je lui serrais la main. J'étais je suis pas fanboy, mais limite, ça, j'étais fan. J'adorais ce combattant. Tu sais, c'est quand même un mec, il a affronté Masvidal, il a affronté Barbossa. Enfin, à l'époque, il avait affronté, je crois qu'il a affronté tous les tops de la KT, tu vois. Donc, Hmm. on me dit, vas-y, t'affrontes lui au Pro Bellum en Angleterre, chez lui. Je dis, ok, les gars, ça fait beaucoup d'handicap quand même. Je dis, allez, on y va, c'est parti. Et le fait de gagner, c'était magnifique. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner, en gros, si t'en as un, ton plus grand regret dans ta carrière? Ouais, bien sûr. C'est mon dernier combat, enfin mon dernier combat au, comment dire, au Bellator. Il y a beaucoup de choses qui se sont mis au travers comment dire, de ma prépa et de mon combat. Des choses extra-sportives et des choses que j'aurais jamais voulu vivre en fait. C'est même pas une défaite, on va dire. C'est plutôt le fait de pas avoir continué avec mon coach. C'est quelque chose pour moi, c'était pas possible. C'était mon coach, je l'emmenais jusqu'à la fin et voilà, c'était à la vie à la mort. Et le fait qu'il y ait eu un peu cette scission et ce changement de coach et d'amis, ça m'a fait c'est un de mes pires souvenirs. C'est vraiment mon pire souvenir de toute ma carrière. C'est pour te dire à quel point vraiment j'en ai bavé. On va dire que mon combat c'était septembre 2023, mon dernier combat au Bella. Et après ça, j'ai fait burn-out, déprime, très très dur. Ça a été dur de revenir. Et mais bon, avec la discipline, l'entraînement, le soutien de ma famille, ma femme, mes enfants, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai essayé de retrouver le smile, bah, c'est moi-même, tu vois. Là, Ouais. pendant un an, j'étais plus moi-même. Je te jure, j'étais l'ombre de moi-même. Je me faisais honte tout seul. Et tu vois, juste en y repensant et en repensant à tout ce cheminement, je me dis, c'est vraiment le pire souvenir, c'est ça, c'est ce moment-là, là. Qui est arrivé. En plus, on n'en parle pas beaucoup en soi de la santé mentale chez les athlètes et de ce qui se Ouais, passe en dehors des. Bah, là, du coup, c'est le MMA en dehors des combats en soi. Donc, c'est quelque c'est ça. chose dont on parle pas beaucoup. Bah, merci en tout cas. Et ensuite, petite question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu Yes. pourrais nous donner ton top 5 des GOAT en MMA? Ah, ça c'est une bonne question. J'adore ces questions de GOAT et tout. Ça c'est lourd. Je peux réfléchir un tout petit peu. Ouais, Parce bah que je vais oui. peut-être pas te sortir de conneries. C'est important quand même. On parle des GOAT. Déjà, mon number one, t'as Georges Saint-Pierre. Ouais, classique. Obligatoire. Il a tapé tout le monde et je pense que il y a beaucoup de spécialistes, même si je me considère pas comme un spécialiste, qui sont d'accord. Georges Saint-Pierre, c'est un fou. Pour moi, il y a Randy Couture. Ok. Randy Couture, c'est quand même un mec qui a combattu où, voilà, à la limite, il n'y avait pas encore trop de règles dans la cage. Il a été en poids lourd, il a été en poids lourd léger, il est revenu en poids lourd, il a regagné le titre à 47 ans. Pour moi, c'est légendaire. Après, même si je cautionne pas son extra sportif, John Jones, C'était sûr. forcément, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, c'est un mec, comment dire, c'est un mec, il a tapé tout le monde, il y a rien à dire, il y a rien à dire, c'est impressionnant. Donc John Jones, moi je le mets dans les GOAT. Alors on en a trois, il en manque deux. Ouais. Dimitrius Johnson. TJ, attends, c'est obligatoire. Moi, il me fait rêver. Et en plus, il rentrait dans la cage. T'avais l'impression, le mec, tu sais, il kiffait son truc, quoi, tu vois. Ouais. Et il jouait, il était là, il délirait. Donc, faut Dimitrius Johnson, très très bon. Et il m'en faut un petit dernier quand même. Pas forcément à l'UFC, hein, je peux mettre vraiment tous les Oui, fighters, hein. n'importe. Ouais, ouais. Ok. Et j'aime bien aussi, tac, 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 c'est Osman de Margomé. Bah, il y en a plusieurs. Khabib, franchement, il déboîte. Bon, allez, vas-y, je vais mettre Khabib. Si, je vais mettre Khabib. T'as Khabib? Khabib parce que j'adore son style. J'adore son style. Je viens du judo, il vient du sambo, Hmm. il met des projections en lutte, il met des projections, je mets Khabib dedans, obligé. Et il complimente beaucoup le judo en plus, hein. Ouais, c'est un mec, bah, tu regardes que ce soit Islam ou Khabib, même Islam, il était au tournoi de Paris je crois que c'est cette année. Il était au Ouais. tournoi de Paris, il était dans les gradins. Hmm. Et franchement, on en parle de plus en plus du judo.
Et moi, c'est un art martial et que je pratique depuis tout petit et que je mets encore dans la cage. Ça m'a aidé à me sauver de situations vraiment, vraiment délicates. Et encore au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à faire ce qu'on appelle du chain wrestling, c'est-à-dire tu passes sur ton double Ouais. leg, tu remontes en gréco, tu lances ton judo, tu repars sous ta gréco. Et je pense que pour les jeunes, là, s'ils écoutent, il n'y a pas forcément tout le judo à mettre, mais il y a deux, trois petites techniques de judo qui pourraient leur permettre d'avoir une lutte de sauvage et bloquer des gros lutteurs ricains avec le judo pour leur faire du sale. Et je pense que, tu vois, Khabib ou Islam, ils ont mis ça dans leur jeu et c'est énorme. Et pour les spectateurs, quand il y a des belles projections de judo qui passent, en vrai, c'est toujours beau et impressionnant à voir. Franchement. C'est ça, t'as une belle pelle, t'as une belle chute, tu vois, et Mm. c'est bien propre. Et si le mec derrière, il suit en plus avec le grappe, franchement, c'est magnifique. Et ensuite, une petite question. Si tu veux pas trop répondre ou quoi, tu nous dis. Tu avais perdu contre Michael Lebou en 2014. Yes, c'est un copain, ça. Ah ben du coup tu vas peut-être dire non parce qu'on voulait te demander est-ce qu'une revanche contre lui par exemple en welter ça serait un truc qui pourrait t'intéresser. Franchement, ouais, Lucas, moi, c'est un super pote. C'est un mec que je respecte énormément. Tiens, lui, ça pourrait être un mec qui est dans les GOAT français, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, il a soulevé tout le monde. Moi, il m'a soulevé dans la cage du SHC aussi, tu vois. Donc, franchement, ce serait lourd. Un gros, tu sais, en mode, là, je pourrais dire vétéran. Limite, tu sais, j'ai pris, comme Mika, je prends ma retraite et je reviens. Tu sais, on délirait avec lui les dernières fois à la cour de presse. Et, ouais, franchement, ce serait rigolo, une revanche contre Mika 77. Je serais pas obligé de faire de régime, impeccable. Enfin, presque pas. Ouais, vas-y, ça serait rigolo. Ce serait rigolo de se la mettre. Ça fera un gros sparring bien grandeur nature comme il aime. Non, ce serait lourd, ce serait rigolo, ouais. On espère il verra la vidéo alors. Ouais, bah au pire, je lui enverrai. Allez. Bah écoute Davy, merci Yes. d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé ton temps. Franchement, c'était un plaisir, les gars. Donc comme je disais, on te souhaite victoire par finish donc le 20 décembre et on se rappelle Yes. une fois hein. Merci les copains, merci, ça fait plaisir. Et puis bah tous ceux qui écoutent, et quoi l'interview, n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur Insta. En général, j'essaie de répondre, même si des fois ça prend un peu de temps parce que bah je suis vieux, faut que je fasse la sieste et tout. Mais Un en vétéran. tout cas, merci à vous les gars, continuez le bon boulot et puis on se revoit bientôt.